me disais qu'il n'est pas rare de s'apercevoir que quand deux personnes racontent ensemble le même souvenir, qu'ils diffèrent quelque peu. L'un se souvenant avec exactitude d'une partie, mais omettant certains détails dont l'autre se souvient parfaitement, quitte à se contredire l'un l'autre, pour finir à l'unisson d'un souvenir bien plus embelli qu'il ne l'aura été. Mais ça, personne ne le saura jamais, à part peut-être les deux protagonistes, qui sentent bien au fond d'eux-mêmes que la vérité est ailleurs. Pareil, si une seule personne raconte deux fois la même histoire, au premier récit, il construit avec des mots simples, il cherche à être au plus près de son vécu, et il fabrique sa base. À partir du deuxième, la base est là. Alors, il l'enjolive pour rendre le racontage encore plus captivant. Mon enfance a été perturbée, autant que je m'en souvienne. La question est-ce que je l'ai vécu ou est-ce que je crois l'avoir vécu? Gabriel Garcia Marquez a dit « La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. » Quand j'essaie de me rappeler de quelque chose de ma petite enfance, il y a ce doute. Est-il possible qu'il soit possible que ça me soit réellement arrivé? Prenez Noël. Oui, Noël. Eh bien, aussi loin que je cherche, je ne me souviens, entre 0 et 15 ans, de n'avoir reçu que 2 cadeaux. Et encore au même Noël. 2 cadeaux. Une canne à pêche et une bande dessinée d'Astérix. Celle avec le gros fromage. Pourtant, je ne peux imaginer qu'aucun membre de ma famille ne m'ait rien offert entre 0 et 15 ans au réveillon d'un Noël quelconque. Réveillon dont je ne me souviens pas non plus. Et pourtant, il y en a certainement eu. Donc, ce que je m'apprête à vous raconter n'est peut-être pas arrivé. Enfin, pas exactement comme je vous le raconte. Ce sont des morceaux recollés, des images sans légende, une vie reconstituée par petits bouts, une histoire singulière. Cette histoire, c'est la mienne. Enfin, je crois. 1955. Je suppose. Oui, parce que il faut vous dire que dans ma famille, c'est bouche cousue. Tout ou presque est sous silence. Personne ne dit jamais ce qu'il sait. À moins que ce ne soit qu'à moi qu'on ne dise rien. C'était peut-être en 1956 ou 57. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Eh bien, disons 1957. Ça raccourcira le propos. 1957, donc, la France est en pleine guerre d'Algérie. L'Algérie, elle, mène sa révolution. Ah, et aussi Jacques Anquetil gagne son premier Tour de France. La famille Cantrell, ma famille, s'envole pour Madagascar. Bientôt, la France va leur paraître bien loin. Dans la famille Cantrell, je demande le père, Émile, normalien, instituteur et même directeur d'école, bel homme, moustachu charismatique, droit dans ses bottes, tendu dans sa tête. Poète, peintre, sculpteur, photographe amateur, comédien à ses heures perdues, coureur de jupons, mais ça, c'est une autre histoire. Ma mère, Simone, ma maman, femme au foyer, élégante autant que soumise, catholique pratiquante, fille de militaire. Tous deux, anciens résistants aux états de service exemplaires. Du moins, je pense, car ça non plus, on ne me l'a jamais raconté. Juste, je l'ai deviné un jour en entendant une conversation autour de l'évasion d'Émile d'une prison allemande, pendant que Simone l'avait remplacé dans la résistance. Et même si c'est pas vrai, bon, ça me fait plaisir d'y croire. C'est un beau couple. Ils ont construit une belle famille. Les voici qu'ils s'installent à Tuamasina, Tamatave, avec leurs 4 filles. Claude, Michel, Daniel et Anne-Marie. Mon grand frère, Jean-Jacques, et moi, nous ne sommes pas encore là, vu que pas encore nés et encore loin de l'être. Installés dans une maison coquette, à côté du cinéma Le Ritz, tout près du centre-ville,
Ils écoulent, j'imagine, une vie tranquille, paisible, agrémentée des avantages que confère l'époque coloniale. Un très bon salaire, leur permettant d'avoir domestiques, jardiniers et tout le tout-team. Le soleil, la plage. Mes sœurs aînées, Claude et Michel, sont grandes déjà. Elles font partie de ces jeunes qui, chaque semaine, prennent le train pour le lycée français d'Antananarivo. Daniel est en primaire, Anne-Marie, pas très loin derrière. 1959. À Madagascar, le 29 avril, c'est la Constituante. La Constitution est adoptée. Le 1er mai, le Parlement élit Philibert Tsiran. Ah, Philibert Tsiranana. Oui, mais on prononce à Madagascar Tsiranan. Tsiranan. Oui. Le 6 juin, naissance de l'héritier. Jean-Jacques Cantrell débarque à la maternité de Tamatave. Pour l'anecdote, il naît dans le même lit qu'Antoine, le chanteur. C'est dire si les fées se sont penchées sur son berceau. Le premier, le seul garçon, pour le moment, c'est tambour et trompette. Vous imaginez le Madalpha qui, après 4 essais infructueux, obtient enfin la descendance qui perpétuera son nom. Dès le départ, le gamin fait la fierté des parents. Il est beau et sera par la suite l'exemple même de la réussite. Quoi qu'il fasse, il sera glorifié. Le 24 juillet, le général de Gaulle accepte pour Madagascar le principe d'accès à la souveraineté nationale. Un an plus tard, le 26 juin 1960, Madagascar proclame son indépendance. Il s'est passé quelque chose. Claude, ma grande sœur, s'en retourne en France. Elle finira ses études là-bas. Il s'est passé quelque chose, c'est certain, mais quoi? Le fait est qu'elle n'a jamais renoué avec les parents. Plus tard, Anne-Marie la rejoindra dans cette détestation. Elles n'auront été pour moi, tout au long de ma vie, que des ombres chinoises. Quelque part par là, mais jamais réellement présentes. Si j'ai une petite idée sur ce qui a pu se passer, je me garderai bien de la formuler. Bah, vous le savez, je vous l'ai dit, chez nous, la préférence va au silence jusqu'à l'étouffement. Bref, c'est sans doute cette année-là aussi 1960. qu'il déménage pour la capitale. Il s'installe en plein centre de Tananarive, dans le quartier résidentiel de Tsaralalan, pas très loin du palais présidentiel, à 2 pas de l'ambassade de France, en face, le consulat de Taïwan. Malgré l'indépendance et l'avènement du président Tsiran, les choses n'ont pas vraiment changé. Le Zuma, le marché du vendredi, est toujours aussi magnifique. Les toiles des grands parasols sont si serrées les unes contre les autres qu'elles forment un toit gigantesque au-dessus du cœur de la ville. Les femmes de Vaza, les vasettes, portent des robes légères, suivies par les petites bonnes, tout aussi proprettes, des paniers sur la tête remplis des courses du marché et les gosses en bas âge sur les bras. Les hommes malgaches s'affairent ça et là, en tirant des charrettes remplies jusqu'à défier la gravité, ou en proposant sur les marches d'un à laquelle de multiples petits métiers leur permettant de vivre. Les hommes blancs, eux, sont confortablement installés sur la terrasse du bar Le Glacier, endroit stratégique pour qui connaît la vue de l'indépendance. Le dimanche, c'est pique-nique pour tout le monde.
Le plus souvent, c'est autour du lac Anous, où se déploient les grandes nappes blanches à même l'herbe verte. Les femmes de colons, Devenus des coopérants. et leurs bonnes, y déposent une nourriture généreuse, forcément délicieuse, et s'occupent des mouflés. Après le repas, les hommes repus sieste, puis s'éclipseront en fin d'après-midi au tennis club non loin de là, où ils pourront, en sirotant des bières, reliquer les jeunes filles, soit en mini-jupe sur les cours de tennis, soit en maillot de bain au bord de la piscine olympique. La belle époque, comme devait le penser Émile. Nous, notre bonne s'appelle Angèle. Papa l'aime beaucoup. Trop, peut-être. Ce qui, il faut bien reconnaître, ne fait pas très plaisir à maman. Mais elle s'en fiche. Elle y est habituée. Elle ne la déteste pas, elle l'apprécie même. Et puis, tant que l'omerta tient, pas de raison de changer. Peu à peu, Angèle fait partie de la famille. Incroyable. J'ai toujours cru qu'Angèle était la bonne, et j'ai appris il y a peu qu'en fait, elle était institutrice. Tantôt collègue, parfois bonne, souvent muse pour les tableaux d'Émile. Jean-Jacques est tout petit. Danielle est la plus turbulente de la famille, voire la moins malléable. Elle a à peine 13 ans et elle n'est pas scolarisée normalement. C'est étrange. De temps à autre, on la trouve sur les bancs de l'école, dans la classe du père, en face le stade de Massine. Mais pas tous les jours. C'est bizarre pour une famille d'instit, non? De toute façon, l'école, c'est pas son truc. Elle préfère courir dans le quartier avec les jeunes de son âge, voire un peu plus vieux. Les parents ont du mal à la tenir, à moins qu'ils ne s'en désintéressent. La petite n'a pas le niveau que méritent les corps entre elles. C'est aussi le souffre-douleur à sa maman. Elle est simple, joyeuse, avide de la vie, de tous ses interdits, rebelle à croquer. Elle se sent vivante au milieu de ses camarades malgaches. Elle est déjà jolie. « 1961. Les Américains envoient un chimpanzé dans l'espace. Mais on C'est un se truc fout incroyable. des Américains, surtout en ce moment. À Madagascar, les premiers effets de l'indépendance se font sentir. Et le peuple devient de moins en moins conciliant avec les colons français. Des coopérants français. Il faut dire que les Français coopérant avec l'État malgache et grassement rémunérés par l'éducation nationale ne changent guère leurs habitudes. Belle maison, belle voiture, domestique, jardinier et tout team. L'année scolaire n'est pas finie qu'on ne voit plus Danielle dans le quartier de Tsaralalan. Elle n'est pas non plus sur les bancs de l'école dans la classe du père, et on sait qu'elle n'est pas retournée en France, mais où est-elle? Il y a bien eu une histoire avec un ami malgache à elle, un certain Nave, un chauffeur de taxi dont les oreilles siffleront pendant longtemps au sein de la famille. Je pense avoir découvert dans les archives de la presse malgache que ce chauffeur de taxi, très aimé par Daniel donc, avait dans une bagarre tué un homme parce qu'il lui refusait de lui payer sa course. En fait, les parents ont cru bon de la placer en hôpital psychiatrique. Bon, pour un temps seulement. Elle y est quand même partie en camisole. Pour lui faire comprendre, parce qu'il fallait qu'elle admette de cesser ses bêtises. Du moins, je pense, parce que, évidemment, les parents ne sont pas revenus sur cet épisode. En tout cas, pas devant moi. Plus tard, bien plus tard, un soir d'égarement, Daniel a tenté de m'en parler, mais elle ne l'a pas formulé clairement. En ont-ils parlé entre eux? J'en doute, puisque dans la famille, c'est Jean-Jacques
grandit. 1962, il fait son entrée à l'école française d'Ampéfini. Brillant dès la maternelle, il continue de faire le bonheur de ses parents. Daniel est revenu d'entre les fous. Elle s'est assagie. Du moins le croit-on. Je ne suis pas sûr qu'après un tel enfermement, sa santé mentale se soit améliorée, bien au contraire. Mais son ambition nouvelle est de devenir coiffeuse. Bon, c'est pas le nirvana. Penseront les parents. Mais au moins, ça l'oriente vers quelque chose. Elle débute son apprentissage dans le salon de Madame Moreau, très appréciée et très fréquentée à l'époque par la colonie. La vie suit son cours. Le père continue ses frasques. Angèle et Simone l'aiment. Oh, l'une plus discrètement que l'autre, bien sûr. Mais se serrant les coudes tous deux, sans doute, pour ne pas sombrer totalement. Elles se rejoignent dans la foi. Un jour, Angèle craque. Elle démissionne de l'école et de la maison. 1963. Sans doute l'événement le plus important de la décennie. Oui, enfin, tu exagères. Moi aussi, un peu. Me voilà. Ouais. Philippe Cantrell, le deuxième du nom. J'arrive à la vie en même temps. Quoi, on fait ça? Oui. Même à Donna. Oui. C'est un peu ridicule, hein? Le ridicule ne tue pas. Oui, enfin, c'est quand même périlleux. Me voilà. Philippe Cantrell, le deuxième du nom. C'est tambourin et petite flûte. Ouais. Je suis né chez un garçon. Youpi. Tu arrives à la vie. Ah ouais, c'est ça. J'arrive à la vie en même temps que les surfs naissent sur les ondes malgaches. Les surfs. Ah oui, les surfs, un groupe en vogue. Atana, tout le monde les chante à tue-tête. Tu vas. Oui, pardon. Voilà. Oui. C'est bien. C'est plus mon âge.
Je nais chez les sœurs d'Ancadi Foods, dans le 3e arrondissement, pas très loin de la mairie. Un beau bébé joufflu et vigoureux. Bon, imaginez. Michel, mon autre grande sœur, s'en va. Elle ne reviendra pas, mais je ferai sa connaissance plus tard. La famille reste nombreuse. Nous sommes encore 4. Daniel, Anne-Marie, Jean-Jacques, qui n'a pas encore 4 ans, et moi. Dans mon souvenir, je ne vois ni Daniel ni Anne-Marie, elles ne sont pas là, bien que par la suite, elles me soutiendront le contraire. En revanche, avec Jean-Jacques, nous sommes comme les 5 doigts de la main soudés. Dès ma plus tendre enfance, je me suis accroché à lui comme une moule à son rocher. Je pourrais vous raconter les innombrables jeux qu'il a inventés pour moi. C'est même lui qui m'a fait jouer ma première pièce de théâtre. Jean-Jacques, c'était mon héros. Oh, ça l'est toujours un peu. Jean-Jacques est là et le temps s'arrête. Je ne me souviens pas d'être allé à l'école. Plutôt un genre de garderie. Un orphelinat, peut-être. On nous appelait les bébés rouges. Sans doute parce que nous étions tous habillés de rouge. Même si j'étais tout petit, il y a des choses qui sont bien ancrées là, comme ce sentiment de joie, cet amour fort que j'éprouve pour ma mère Simone, ces dégringolades dans les escaliers organisés par mon grand frère. Je me souviens avec précision d'un jeu qui consistait à jeter de la crème chocolat Mont-Blanc sur les badauds. Nos mains passant à travers les espaces évidés du balcon en criant « Tiens, voilà du caca !» C'est aussi là que j'ai pris ma première baffe. Et la seule que m'ait donnée Émile, je crois. Car oui, le caca était bien tombé sur quelqu'un. Oui. C'est quand même grâce à cet événement que j'ai pu retrouver et reconnaître l'appartement dans lequel nous habitions quand, lors de ma crise de la quarantaine, je suis allé marcher sur les pas de mon enfance. En 2009, Madagascar était en plein coup d'État. Je sors de l'aéroport d'Ivat et les odeurs mélangées du kérosène et de l'herbe fraîchement coupée sous une pluie fine me font immédiatement ressentir que je suis bien d'ici, que j'appartiens à cette terre. D'ailleurs, je suis le seul de la famille à avoir éprouvé l'impérieuse nécessité d'y revenir. Je nais à nouveau. 1966 à Madagascar, la tension est de plus en plus vive avec les Français. L'État malgache nous laisse le choix de partir ou de rester, à condition de changer de nationalité, de prendre la nationalité de malgache et de renoncer à l'autre. Daniel a 19 ans. C'est une femme à présent. Elle a renoncé à la coiffure. Elle s'émancipe. Mais pour sa majorité, il lui faut attendre ses 21 ans. Pour Jean-Jacques et moi, c'est la belle vie. Il me torture à loisir, je lui sers de cobaye pour à peu près tout ce qui lui passe par la tête. Dans le jeu du docteur, mon frère a la panoplie. Mon rôle, c'est le malade. Avec son stéthoscope, il écoute mon cœur. Je suis vivant. Je n'ai aucun écho sur mes sœurs qui sont loin et que je ne connais toujours pas. Mais on s'en fout. Pour certaines vacances, nous allons en France, à Romilly-sur-Seine. À l'approche de la maison des grands-parents paternels, papa me propose un jeu. Rien qu'à moi, pas à Jean-Jacques. Me cacher sous une couverture, tout au fond de la déesse, jusqu'au moment où nous serons à l'abri de tous les regards, pour faire une surprise à Pépère et Mémère. C'est drôle. Ah, cette déesse. Elle était magnifique, toute blanche, pas une égratignure. Papa en prenait grand soin.
Pour les grands voyages, il nous préparait 2 couchages. La banquette arrière pour Jean-Jacques, la plage arrière pour moi. Ce sont les vacances de Pâques. Nous découvrons des œufs en chocolat planqués entre le dossier et le siège arrière de la voiture. Et il y en a aussi plein de jardins. Sur le chemin retour pour Madagascar, je me coupe la lèvre en tombant dans les toilettes sales de l'aéroport de Djibouti. Il y a des militaires devant la porte. 1967. Madagascar s'enfonce lentement mais sûrement dans la crise et la pauvreté. Les anciens colons ne sont plus les bienvenus. Et beaucoup choisissent comme nous le retour en France. Bientôt pour eux, l'île Rouge ne sera plus qu'un lointain souvenir. Moi, je garderai les bébés rouges, le chocolat Mont Blanc et cette vague histoire de chauffeur de taxi. C'est le grand départ. Pour nous, ce sera Bourges, à la Chancellerie, où j'ai bien dû faire mon CP, m'en rappelle pas. Daniel a rencontré Jean-Claude. Ils vont se marier. Nous habitons un immeuble genre HLM. Eh oui, le retour est difficile. Il faut tout faire par soi-même maintenant. Dans l'appartement, les œuvres du père, les petites sculptures en bois, les couverts en cornes de zébu, tout rappelle Madagascar. Quelques meubles de là-bas sont ici maintenant. Papa organise des soirées projections, diapositives et films Super 8 pour présenter la grande île. Je garde en mémoire l'odeur de l'écran et des appareils qui chauffent. J'entends encore ici le son que faisait le projecteur à diapositive quand, après moult explications, papa aimait beaucoup s'écouter parler. Il appuyait enfin sur le bouton qui faisait avancer le chariot pour nous montrer une image encore plus belle que la précédente. Au mariage de Daniel, nous n'étions pas nombreux. Il y a eu cette photo de prise. C'est là que mes premières interrogations sont venues. Ouais, c'est Jean-Jacques. Quelque chose cloche sur cette photo. Mais quoi? « 1968 !» Non, il ne s'est pas passé grand-chose cette année-là. Mais quoi 1969 Ah, en France, le général de Gaulle quitte le pouvoir. Son ex-premier ministre, Georges Pompidou, est élu président de la République. Départ pour Charot.
Mon père est muté, une fois encore. Mais nous n'y perdons pas au change. Charroux est un petit village du Cher, à la limite de l'Indre, dans le centre de la France. Nous emménageons dans un appartement situé au-dessus d'une école et avons avec Jean-Jacques la possibilité de jouer dans la cour de récréation. L'Arnon coule pas loin. C'est dans cette rivière que j'ai appris à nager. Contraint et forcé, car Jean-Jacques m'avait poussé à l'eau pour m'éjecter du radeau que lui et ses copains venaient juste de finir de construire, tout en m'expliquant comment faire pour m'en sortir. J'ai vite pigé le truc. On y pêchait encore des vairons que l'on mangeait en friture et des gardons aussi. J'adorais cette rivière, surtout du côté du moulin. Plus bas, après la porcherie, il y a une forêt de peupliers et une colline bien nommée la Montre-Cul. La Montre-Cul parce que dans l'ancien temps, les femmes et les hommes y cultivaient la vigne, ou je ne sais quoi d'autre. Toujours est-il que dans leur dur labeur, ils se tenaient face à la colline, montrant au reste du monde leur postérieur. J'adorais cette colline. J'aimais cette forêt. Un pont sépare toujours en deux parties le village. Et il constituait pour nous, les enfants, une frontière. D'un côté, le bourg, de l'autre, plus noble, moins neuf, le village. Il y avait une rivalité entre les enfants du bourg et ceux du village. Croyez-moi ou non, nous avons vécu de l'intérieur une sorte de guerre des boutons, sans humiliation pour les vaincus cependant. Les armes étaient bien réelles au cours de ces batailles. Oui, les plus grands organisaient des batailles le long de la ligne de chemin de fer, désaffectées. Et si elles étaient réelles, c'est un miracle si aucun des enfants n'était grièvement blessé. L'arsenal se composait de lance-pierres, de flèches polynésiennes et d'épées en bois. Tous les enfants y participaient, filles et garçons. Il n'y avait pas de haine dans ces batailles, juste des enfants qui jouaient. Moi, je collais au basque du frangin, j'étais certain qu'avec lui, je ne risquais rien, ou presque. De temps en temps, nous devions battre en retraite, d'autres fois, c'était eux. 1970. Le général de Gaulle est mort. La grande place, en face de mon école, était l'endroit où se donnaient les fêtes populaires. Toute ma vie a été influencée par un 14 juillet fameux, un 14 juillet extraordinaire. Depuis quelque temps, on voyait bien des choses se monter sur la place. Des baraquements colorés, un mât de cocagne, des lignes blanches tracées sur l'herbe. Les bars accrochaient des fanions et des ballons bleu, blanc, rouge, partout là où c'était possible. Chaque famille se munissait de lampions pour le grand défilé de la nuit. Pour l'occasion, avec Jean-Jacques, nous avons revêtu nos plus beaux uniformes. Oui, car j'avais suivi Jean-Jacques dans l'activité fanfare. Lui avait choisi Clairon. Il est très doué. Il a même gagné un premier prix. Moi, j'avais choisi, enfin, on m'avait donné Clairon. Après avoir lustré et fait briller nos instruments Au miroir. le matin du 14 juillet, c'était 2 fois le tour de la place et derrière les majorettes, déambulation à travers les rues. Tout le village était dehors. Pour éviter les couacs, on m'avait demandé de faire semblant de souffler dans mon clairon. De toute façon, j'avais déjà fort affaire à m'occuper à marcher au pas. Ouvrez le banc. Fermez le banc. De retour sur la place, nous restions figés le temps du discours du monsieur avec les chats, puis tout le monde se ruait sur les tables du vin d'honneur. À l'époque, on y allait sans modération.
La belle époque. Comme dirait Émile. L'après-midi n'était que pour les enfants. D'innombrables jeux nous étaient proposés. Les lignes blanches tracées sur l'herbe servaient de couloir pour la course en sac. Entre la pêche à la ligne, le tir à la corde et le chamboule tout l'après-midi était passé à une vitesse folle. Un goûter avait été servi dans la salle des fêtes, là où un groupe de musique jouait pour le bal des enfants. J'avais dansé avec Nadège. Retraite au flambeau, feu d'artifice, et puis hop, au lit. Puis les adultes quittaient les foyers avec l'autorisation des enfants pour à leur tour aller danser. « 1971 !» On se moque de ce qui s'est passé cette année-là. J'ai 8 ans et je suis heureux. Ma chambre est grande, très grande. Mon lit aussi. Dessus, allongé dans un éternel sommeil, mon gros nounours marron, celui que Jean-Claude, le mari de Daniel, avait gagné pour moi dans une fête foraine. Un jour, j'ai vu, et c'est pas des blagues, hein, alors qu'il dormait profondément, le nounours, pas Jean-Claude, j'ai vu son gros ventre se gonfler comme s'il avait éprouvé le besoin de prendre une grande inspiration et se dégonfler. Je te jure, on ne jure pas! M'a sèchement répondu maman. Depuis, je ne jure plus. Mon grand et beau bureau en bois est à droite, perpendiculaire au mur où se tient une grande fenêtre donnant sur un des 2 marronniers de la cour d'école. Une question me tourmente de plus en plus. Mais à qui la poser? À maman? Oh, j'ai essayé en lui coiffant les cheveux. J'adorais lui coiffer les cheveux. Mais elle n'a pas semblé disposée à vouloir m'y répondre. À papa? Bon, je n'oserais jamais. Un soir d'orage, nous avons avec Jean-Jacques l'autorisation de dormir ensemble. D'ailleurs, cette nuit-là, nous avons vu une grosse boule de feu suivre tout le parcours électrique de la maison. Nous étions dans mon lit, à nous raconter nos secrets. Lui me parlait d'une fille qu'il avait embrassée et me faisait promettre de ne rien dire à personne. Syndrome familial. Je devenais complice plus tard en leur servant de facteur pour leur billet d'eau. Depuis la photo du mariage, un truc clochait. Il n'y a qu'à lui que je peux poser cette question. Jean-Jacques, pourquoi je suis noir et que toi et toute la famille, vous êtes blancs? Oh, ça! Qui me répond. Et il me fournit cette explication avec une grande force de persuasion. Tu sais, quand on était à Madagascar, on allait souvent à la plage. Un jour, nous y sommes allés. Toi, tu peux pas te souvenir, tu étais trop petit. À l'heure de la sieste, tu t'étais endormi, puis c'était l'heure de partir. Nous sommes tous montés dans la voiture, papa a démarré et nous avons roulé. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tu n'étais pas là. J'ai crié « On a oublié Philippe !» Papa a fait demi-tour, on est revenu à toute vitesse, tu étais toujours sur la plage, endormi, et tu étais tout bronzé. Depuis, ça n'est jamais parti. Et ça m'a suffi. Bien que le fait qu'on puisse m'oublier ne m'a pas fait très plaisir, ça m'a suffi. J'ai cru à cette version pendant longtemps, jusqu'au collège, affirmant quand j'étais prise à partie que non, je n'étais pas noir, mais bronzé.
J'étais dans la classe CE1, CE2 de mademoiselle Laurie. Je l'aimais beaucoup. Mon père était tout à la fois instituteur pour les CM1, CM2 et directeur de l'école. Sa classe était mitoyenne de la nôtre, une porte séparait les deux, et il n'était pas rare, pour des raisons qui m'échappent, que la porte reste ouverte pour permettre à un des deux instituteurs de garder les deux classes. J'ai loupé toutes les photos d'école. À chaque fois, j'étais le seul absent. J'en ressens encore de la frustration. C'est ce genre de frustration que je vais chercher quand j'en ai besoin pour un rôle au théâtre. Nous sommes en janvier. C'est mon anniversaire. J'ai le vague souvenir qu'il y a eu un truc en mon honneur à la maison. Depuis qu'il est au collège à Saint-Florent, Jean-Jacques a pris ses distances. Même pour les vacances, il préfère être avec son ami Malo plutôt qu'avec moi. N'empêche, nous, les petits, on l'aurait bien utile pour les corvées. Par exemple, pour aller chercher le lait à la ferme, au risque de se faire renverser son potelet par les gamins du bourg. C'est bientôt l'été, et c'est officiel. Daniel attend un bébé. À l'école, papa entre de temps en temps dans la classe et va parler à l'oreille de mademoiselle Laurie. Lui aussi, il l'aime beaucoup. Il ne manque jamais de faire rire la classe à mes dépens. Pour les grandes vacances, nous allons toujours à Romilly-sur-Seine. Et avec Pépère et mes mères, pique-niquons dans la forêt de la Traconne. Sous notre arbre. Je dis notre, je ne devrais pas, parce qu'un jour, Jean-Jacques se l'est attribué à lui tout seul. De notre arbre, c'était passé à l'arbre de Jean-Jacques, malgré mon fort désaccord. On adorait cet arbre. Lui, il grimpait tout en haut jusqu'à la cime. Moi, j'occupais les branches plus basses. La table de camping était de sortie, avec les sièges. Pépère, le béret rivé sur la tête, mes mères et son tricot. L'après-midi, nous jouions au nain jaune. Jean-Jacques gagnait, je crois. Je fais enfin la connaissance de ma grande sœur, Claude. Papa nous a déposés devant chez elle, il n'est pas venu. Je découvre l'existence de neveux. J'ai l'impression de voir pour la première fois Anne-Marie. Je la trouve très belle. Je ne la reverrai que 40 ans plus tard à l'enterrement de Claude. C'est la rentrée. J'aime toujours autant mon village. Régulièrement, le jeudi, jour sans école, avec maman, on fait des pains perdus. J'adore. En face de chez nous, il y a une autre école, Nadège y habitait. Un après-midi, papa m'avait amené chez elle. Et pendant qu'il discutait avec sa maman, nous aussi, nous jouions au docteur qui guérit avec des bisous. Sur le chemin de l'école, il y a un long mur qui longe la route. Derrière, on y entend des chiens, probablement féroces. Le mur est haut. Très haut. C'est un endroit où on cherche à se faire peur. C'est celui qui sera le plus courageux qui remporte la reconnaissance de tous. J'essaie, tant bien que mal, de grimper. Les chiens hurlent. Ma tête arrive à peine au fait du mur. On me fait la courte échelle. Je me hisse et je tombe nez à nez avec le gros monsieur plus féroce que ces chiens qui nous aboie dessus de déguerpir au plus vite. Nous filons en riant aux éclats. Je suis retourné voir ce mur. Oh, il n'y a plus de chiens, dit le gros monsieur. Le mur est toujours là. Et il est haut... Comme ça. Et pipa pu, comme disait maman. Depuis quelque temps, je sentais bien qu'il y avait des choses qui se tramaient. Des conversations s'arrêtaient net dès que j'apparaissais. Arrive le mois de décembre. Un mois de décembre comme dans les films américains. Le village et la vitrine du grand bazar qui se partent de lumière, de rouge et de vert. L'arrivée du sapin décoré avec soin des mains expertes de papa et de Jean-Jacques. Les messes, rendues obligatoires par moment pour bien préparer la grande de minuit. Et puis la neige. À l'époque, il en tombe de grandes quantités, même en pleine. Avec Jean-Jacques, on tire des plans sur la comète. Il a commandé un baby-foot. Est-ce que j'aurai le droit d'y jouer? Bien sûr, quand ses copains ne seront pas là. Et puis voilà Noël.
Oui, Noël. Celui dont je vous ai parlé au début. Le seul dont je me souvienne. Celui des 2 cadeaux. La canne à pêche et la bande dessinée d'Astérix. Celle avec le gros fromage. À la messe de minuit, Jean-Jacques était enfant de cœur. Il était beau. Encore plus beau que d'habitude. L'aube lui allait très bien. Et puis nous sommes rentrés. Maman avait cuisiné une bonne partie de la journée et avait dressé une belle table avant la messe. Il n'y avait que 4 couverts, ce qui ne changeait pas beaucoup de d'habitude. De Claude et d'Anne-Marie, nous n'entendions plus parler. Michel a habité loin, et papa n'aimait pas beaucoup son mari, un gars revenu de la guerre d'Algérie, avec de sérieux troubles. Et Daniel était à 2 doigts d'accoucher. Je croyais encore au Père Noël. Et c'est grâce à la bienveillance de notre enfant de cœur préféré que j'ai dû faire face à la terrible réalité. Traditionnellement, après le repas, nous devions aller nous coucher et attendre le lendemain matin pour voir si le Père Noël était passé. Mon frère, afin de prouver ses dires, m'invite à braver l'interdit. De rester éveillé pour voir si, pour de vrai, c'était un gros bonhomme barbu, venant d'on ne sait où, entrant on ne sait comment, pour y déposer des cadeaux dont il aurait eu vent par on ne sait quel miracle, ou si c'était les parents qui déposeraient les paquets. On parie. Pari tenu. Jean-Jacques gagne, comme toujours. « 29 décembre 1971. C'est le matin. Je regarde par la fenêtre. La cour est blanche. Sur les branches du marronnier déplumées par l'hiver, on peut s'apercevoir que la neige est tombée, abondamment. Le baby-foot de Jean-Jacques et ses copains est monté. Moi, j'ai dû ranger ma canne. Je dois attendre l'ouverture de la pêche pour pouvoir l'utiliser. En attendant, ça va taquiner le verron. En attendant, je lis la bande dessinée d'Astérix. Celle avec le gros fromage. Oui. Papa s'est occupé de monter le cadeau pour nous deux, un circuit 24. Au début, ils y joueront, lui et Jean-Jacques, pour me montrer. Les voitures vont vite sur le circuit en 8, à tel point qu'elles sortent souvent de la piste. La matinée passe, j'ai fini Astérix. Je sors dehors jouer dans la neige avec un copain. Puis, il m'invite à aller chez lui. Maman m'y autorise. L'après-midi avance, et puis tout s'accélère. Mon frère déboule pour me faire rentrer dardard. Nous devons y aller. Aller où? Nous rentrons s'entraîner. Maman est déjà prête. Je me prépare promptement. En 2 temps, 3 mouvements. Nous voici tous dans la DS. Cette voiture que j'aime tant. Ces sièges noirs en simili-cuir. À moins que ça n'en soit. La coudoir à l'arrière qui nous servait de frontière à Jean-Jacques et à moi. Cette bagnole où les cloches de Pâques trouvaient le moyen d'y planquer des œufs en chocolat. À chaque fois que je monte dedans, je vérifie des fois s'il n'en resterait pas. Nous roulons en direction de Bourges. Pour une fois, à la demande de maman, papa n'appuie pas sur le champignon. Dehors, la neige qui tombe encore étouffe tous les bruits extérieurs. Avec la vitesse, les flocons tracent des traits discontinus qui nous empêchent de voir la campagne. De toute façon, la nuit tombe. Où est-ce qu'on va? Je demande. Maman, sans même prendre la peine de se retourner, me répond à la cantonade. Daniel a accouché. Nous allons voir ton petit frère. Je ne comprends pas ce qui vient d'être dit. Je regarde Jean-Jacques, il ne semble pas surpris. Maman regarde la route, papa conduit en tirant sur sa clope. Du coup, nous fumons tous une gauloise sans filtre dans la voiture. Jean-Jacques regarde la ville qui débute. Elle s'est trompée, c'est sûr. J'ose. Ce n'est pas mon frère, mais mon neveu. Là, maman se retourne.
et prends le temps d'une position plus confortable. À l'époque, nous n'étions pas entravés par des ceintures de sécurité, ni à l'avant, et surtout pas à l'arrière. Elle me regarde avec cette tendresse que j'étais le seul à percevoir et me dit calmement: non, Philippe, Daniel est ta maman, je suis ta grand-mère, papa est ton grand-père, Jean-Jacques est ton oncle. Mais non, Philippe. Daniel est ta maman. Je suis ta grand-mère. Papa est ton grand-père. Et Jean-Jacques est ton oncle. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre cette phrase et notre arrivée à la maternité. C'est peut-être là que j'ai perdu la mémoire de tous ces Noëls, de ceux d'avant et ceux d'après. Et que, jusqu'à présent, cette période est aussi sombre en moi. Allez savoir. Nous nous garons dans la cour de l'hôpital. Au sol, la bouillasse a remplacé le tapis blanc. La cour est encerclée par 4 grands bâtiments, un peu comme dans une prison. Nous entrons dans l'un d'entre eux. Je ne me souviens pas si nous avons pris un ascenseur ou monté des escaliers. Toujours est-il que la porte jaune de la chambre s'est ouverte. Daniel est allongée. À côté d'elle, sur sa table de nuit, trône un bouquet de fleurs et des boîtes de chocolat. Au fond, une autre dame est allongée dans le même genre de lit, avec le même genre de table de nuit, où trône tout pareil, bouquet et chocolat. En face des 2 lits, un grand rideau dissimule une longue vitre encadrée d'un bois peint du même jaune que la porte. On m'invite à dire bonjour à Daniel. Je lui fais donc les 4 bises réglementaires que l'on fait en Berry. Jean-Claude, qui jusque-là était assis sur le seul fauteuil disponible à côté du lit, se lève et va tirer le grand rideau du mur pour nous laisser découvrir, voir une grande pièce dans laquelle il y a 4 petits lits dans lesquels se reposent des bébés. Comme les autres, je colle mon nez à la vitre. Et je découvre pour la première fois Dominique. Tous semblent heureux. Alors Philippe, comment tu trouves ton petit frère? Je ne réponds pas à cette question. D'ailleurs, je ne sais même pas qui me l'a posée. Moi, je vois qu'un gros bébé rougeau. C'est fou comme il ressemble à Jean-Claude. Je reste là, sans voix et sans amour. J'ai encore la phrase de maman dans la tête, celle qui ne me quittera plus jamais, celle qui me revient constamment. Non, Philippe, Daniel est ta maman, je suis ta grand-mère. Papa est ton grand-père, Jean-Jacques, ton oncle.
jour-là, j'ai quitté l'enfance. Ce jour-là, je me suis retrouvé en mode survie dans un no man's land familial. Ce jour-là, j'étais transbahuté dans une famille recomposée, ne sachant plus vraiment où était ma place. Le temps s'écoule, les mois passent, les grandes vacances tirent à leur fin. Je ne sais pas si j'ai attrapé des verrons avec cette canne à pêche, d'ailleurs, je ne pêcherai plus jamais. Ni même où est cette foutue BD d'Astérix, celle avec le gros fromage. J'entre dans ma chambre, il n'y a plus de drap sur mon lit. Et mon bureau est vide. Mon nounours. Mon nounours. Mon nounours, il a compris, lui. Il s'est tiré, il s'est fait la malle. Je monte. Sans broncher. Dans cette saloperie de déesse. Et hop, je ne reviendrai plus. Et ça, c'est une autre histoire. 1972. En mai, à Madagascar, manifestation dans toute l'île. À Tana, la police tire et tue 40 jeunes étudiants grévistes. À Majunga, 12 tués par les forces de l'ordre. En France, juillet, Eddy Merckx remporte le Tour. Raymond Poulidor se classe 3e. Monde, septembre. Prise d'otages et assassinat de 11 athlètes par un groupe de terroristes aux Jeux Olympiques de Munich. Tout va bien? Comme je vous l'ai dit, les choses ne se sont peut-être pas passées comme je vous les ai racontées. Ce sont des morceaux recollés, des images sans légende, une vie reconstituée par petits bouts, une histoire singulière. Cette histoire, c'est la mienne. Enfin, je crois. Ah, vous vous demandez peut-être qui est mon père. Ah ça, mon père, c'est bouche cousue.